L'humanité marche sur une fine couche de glace et cette glace fond vite. C'est un avertissement lancé par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. C'était en mars dernier. Alors que la barre des 1,5 degrés se rapproche dangereusement, nos regards se tournent vers les pôles, véritable boussole ou thermomètre d'une fièvre qui ne descend pas. L'Arctique et l'Antarctique préoccupent de plus en plus les scientifiques et l'une d'entre elles est avec nous aujourd'hui. Elle est originaire d'Annecy. Bonjour Heidi Sevestre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, de vous être arrêté dans nos studios à RCF à Annecy. Vous êtes glaciologue auprès du Conseil de l'Arctique, lauréate 2022 de la première médaille Shackleton pour la protection des régions polaires, autrice de Sentinelle du climat aux éditions HarperCollins. Je le disais, il sera très difficile de limiter finalement le réchauffement climatique à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. C'était les engagements aujourd'hui qui sont balayés, si je puis dire, selon le GIEC. Même on se dirige vers un réchauffement à plus de 2,5 degrés si les promesses par les États ne sont pas respectées, sont respectées, 2,8 si on continue à faire comme avant. Peut-être pour bien comprendre, Heidi Sevestre, à quel point la différence de quelques dixièmes de degrés interfère sur les pôles, parce que c'est votre spécialité, mais aussi sur le continent européen, sur le climat continent européen. Exactement, et merci pour votre accueil. C'est vrai que j'ai la chance d'étudier les glaces partout dans le monde, que ce soit au nord dans l'Arctique, au sud en Antarctique ou nos beaux glaciers des Alpes. Et on se rend compte que ces glaces sont vraiment sensibles à chaque fraction de degré qui change. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la trajectoire qu'il faudrait suivre, comme vous l'avez si bien dit. On est en train de pulvériser nos objectifs climatiques avec tout un tas de conséquences qui risquent de nous tomber dessus. Ce qui est bien, c'est que ces 1,5 degrés, comme vous l'avez expliqué, on ne les a pas encore dépassés. Alors on y court avec pas mal d'élan. Normalement, on sera autour des 2030-2035, on les dépassera, ces voilà, 1,5 degrés. Ça peut arriver très 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 vite, dans quelques années à peine. Ce qui est génial, c'est qu'on n'y est pas. On a toutes les cartes en main pour éviter de dépasser ces 1,5 degrés. Alors ce n'est pas complètement balayé par les États, heureusement. Nous, les scientifiques, on fait en sorte que ces objectifs climatiques restent clairement dans la ligne de mire des États. On a besoin aujourd'hui de s'élever face à la hauteur du défi climatique. Il n'y a plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre, en effet, notamment dans le pôle Nord. Vous qui êtes allé au nord de la Norvège, si je puis dire, en tout cas dans le Groenland notamment, vous avez été là-bas, vous avez réalisé plusieurs expéditions. Et là-bas, et pour bien que les gens comprennent, parce que c'est vrai que nous, Européens, je pense qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe là-bas au nord, mais il faut le dire. Il se passe des choses hallucinantes là-bas, ce que vous n'avez quasiment jamais vu, c'est complètement de fou. mémoire d'homme et même peut-être dans l'histoire de l'humanité. Oui, c'est vraiment très très important pour nous les scientifiques de continuer à aller sur le terrain, d'aller sur ces calottes polaires, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, pour vraiment évaluer l'impact du changement climatique. Et ce qu'on voit sur place est terrifiant. Je pense qu'il faut oser le dire, il faut expliquer clairement ce qui se passe. On ne s'attendait vraiment pas à ce que le changement climatique soit aussi rapide. On sait que même nos modèles mathématiques, nos modèles sur ordinateur les plus performants n'arrivent pas encore aujourd'hui à capturer la rapidité des changements. On voit que l'Arctique, donc cette région autour du pôle Nord, c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Ça se réchauffe 3-4 fois plus vite que le reste de la planète. Et là-haut, tout est de glace, tout est de neige, même le sol est gelé en permanence. Donc forcément, lorsqu'on augmente le thermostat dans ces régions-là, les glaces subissent de plein fouet ce changement climatique. Et ce qu'on détecte aussi, c'est que la fonte de la glace accélère encore plus la fonte de la glace dans ces régions-là. Ouais. C'est tout simple, on a des surfaces blanches qui sont considérables, qui sont gigantesques. L'océan est couvert de glace, les terres sont couvertes partiellement de glace. Et plus on a de surface blanche, plus elle renvoie le rayonnement solaire dans l'espace. C'est le t-shirt blanc ou le t-shirt noir en été, on le voit très bien chez nous. Et malheureusement, si on perd ces surfaces blanches, à la place de cette glace, qu'est-ce qu'on a ? On a un océan qui est très foncé en couleur. Très bleu foncé, quasiment noir finalement. Quasiment noir. Et ça, qui absorbe donc cette chaleur du rayonnement solaire. On a des terres qui se découvrent, qui s'exposent à la lumière du soleil, qui absorbent cette chaleur. Et tout cela catalyse, accélère encore plus le changement climatique. Donc vraiment, on s'attendait à ce que ces régions-là réagissent, mais pas aussi vite. Et ça crée également un climat totalement incontrôlable, imprévisible aussi.
Ah oui, tout ça, à vous fait. pouvez nous le dire aussi dans le Ouais. Groenland, avec des tempêtes qui se forment. Même Oui, que c'est vous n'avez fou. jamais vu. Je passe une grande partie de l'année à habiter dans l'Arctique, justement, alors juste à côté du Groenland, sur un petit archipel qui s'appelle le Svalbard, et qui est à 1000 km du pôle Nord. Et ce que l'on remarque là-bas est absolument fou. Avec la perte de la glace, la perte de la banquise, ce que l'on observe, c'est que la météo est complètement perturbée. Donc même les prévisions météo n'arrivent pas à suivre. Le climat change extrêmement rapidement et surtout, on a énormément de tempêtes. Et ça, c'est assez fou parce que les tempêtes là-bas, elles sont ultra violentes. On a des vents qu'on qualifie d'ouragans dans ces conditions-là. Et il faut imaginer que nous, les scientifiques, on doit travailler dans ces conditions-là. On s'expose finalement, parfois on met notre vie en danger face à ces conditions. Mais il Et est ça a été le cas urgent. avec vous, notamment Elie Sevestre, dans une de vos expéditions. Votre vie Ouais. a été mise en danger à un moment donné. Ouais, pratiquement à chaque fois qu'on va sur le terrain en expédition, ouais, on joue Parce un que peu vous notre partez le vie. matin, le temps est plutôt calme, si je puis dire, et puis ensuite, Tout peut changer, tout peut changer en très quelques vite. minutes à peine. Et c'est vrai, voilà, quand on a des vents qui sont qualifiés d'ouragans dans ces conditions-là et qu'on campe sur les glaciers, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc on se rend compte qu'en fait tout ce qui se passe là-haut, les tempêtes que je viens de décrire, la perte de la glace qui accélère encore plus le changement climatique, ça affecte le reste de la planète. Oui, en quoi justement ça affecte notre continent européen? C'est assez fou. Et alors voilà, l'Europe ou la France est directement connectée à ce qui se passe dans l'Arctique, notamment donc au nord. On remarque donc que la perte de la banquise en Arctique, cette glace de mer, donc cette glace qui recouvre en grande partie l'océan glacial arctique, on est en train de la perdre en ce moment. Plus on brûle d'énergie fossile, plus le thermostat augmente, plus cette banquise diminue. Et cette banquise, en fait, c'est un énorme allié pour nous. Elle stabilise notre climat puisqu'elle est blanche, une surface gigantesque. Elle renvoie la chaleur du soleil vers l'espace. Et en la perdant, on ressent directement les impacts chez nous. Donc c'est par exemple des canicules, donc des vagues de chaleur, ou au contraire des vagues de grand froid, gel précoce, gel tardif. C'est des Comme ça a périodes... été le cas notamment cet été avec la sécheresse, le printemps Complètement. 2021, donc c'est des choses qu'on va revivre. C'est des choses qu'on va revivre, c'est des choses qui peuvent vraiment s'accentuer. C'est aussi des périodes extrêmement humides, des périodes extrêmement sèches. Toutes les perturbations météorologiques que l'on a en ce moment, on peut tisser un lien avec ce qui se passe dans l'Arctique. Avec en effet une banquise qui fond, avec pourtant une épaisseur de glace qui est très importante et qui est en train de fondre. Oui, alors la banquise en Arctique, c'est vraiment ultra important pour tout l'hémisphère nord. Elle recouvre une surface gigantesque de l'océan glacial arctique. Et aujourd'hui, elles font un peu parler debout. On a un océan, même dans l'Arctique, qui se réchauffe. On a l'air de l'Arctique qui se réchauffe aussi. Donc, c'est un peu comme une bougie qu'on allumerait des deux côtés. Et cette banquise est en train de se désintégrer vraiment très rapidement. Il n'est pas trop tard pour la sauver, mais elle n'est vraiment pas en bonne santé en ce moment. Voilà, et cette disparition du manteau blanc, si je peux dire, on le voit aussi chez nous, tout à côté, dans les glaciers alpins. Je recevais Jean-Baptiste Bosson il y a quelques mois de cela, qui, on le rappelle, glaciologue, chargé de projet scientifique au Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Il nous disait, si on ne fait rien, d'ici la fin du siècle, la quasi-totalité des glaciers alpins disparaîtront. On n'imagine pas les conséquences. On n'est pas prêt à ça. Ça, c'est sûr. Et Jean-Baptiste a tout à fait raison. On est vraiment sur une trajectoire de perdre pratiquement tous nos glaciers des Alpes d'ici la fin du siècle. Donc, c'est-à-dire d'ici 70, 80 ans tout au plus. C'est demain. Ça peut arriver très vite. Et ici, où que l'on soit en France, en fait, on est directement connecté à ces glaces. Chaque été, on s'attend à avoir énormément d'eau qui vont venir de ces glaciers. Ces glaciers, ce sont nos châteaux d'eau naturels. Et chaque été, donc quand ils fondent un petit peu, ils nous amènent de l'eau. L'eau, elle est utilisée, c'est de l'eau potable, c'est de l'eau pour l'hydroélectricité, c'est de l'eau pour irriguer nos cultures. Un fleuve comme le Rhône, qui est quand même un pilier de l'économie de notre pays. Dont le débit est en train de baisser. Et le débit du Rhône est directement connecté aux glaciers. On sait que sans ces glaciers, pendant l'été, le Rhône, c'est 40% du débit en moins. On pense aux centrales nucléaires qui sont installées le long du Rhône, qui ont bien besoin d'eau pendant l'été pour se refroidir. On pense au transport fluvial aussi, qui a besoin que ces fleuves gardent à un certain niveau pendant l'été. Donc, on n'est pas prêt, on n'est pas du tout prêt à la disparition des glaciers. Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que l'on peut éviter ça. On n'est pas obligé de rester sur cette trajectoire du pire des cas. On a toutes les cartes en main aujourd'hui pour réduire notre consommation d'énergie fossile. Le fuel, le charbon, le gaz, le pétrole, tout ça accélère la fonte de ces glaciers. Et aujourd'hui, on en a clairement besoin, que ce soit les glaciers des Alpes, les glaciers de l'Himalaya, les glaciers partout sur Terre. En tout, c'est 2,5 milliards de personnes sur Terre qui ont besoin de l'eau de ces glaciers. C'est considérable. Ce que vous nous dites, finalement, il n'y a pas de secret. Il va falloir
vraiment être dans le côté un peu radical peut-être des choses. Le mix énergétique dont on parle souvent avec notamment centrales nucléaires, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'il faut clairement maintenant aller tout miser sur le renouvelable aujourd'hui pour arrêter cette perte et comment dire, ces échappements d'émissions de carbone Exactement. Aujourd'hui, la science est radicale. Ce que l'on voit sur le terrain est radical. Et c'est vraiment catastrophique ce qui est en train de se passer. Et derrière chacun de ces glaciers, finalement, ce sont des vies humaines. C'est vraiment ce qu'on essaie d'expliquer. Nous, c'est que si les glaciologues étudient les glaciers, c'est vraiment pour préserver un maximum de vies humaines. Et parce que la température va grimper en flèche quand les glaciers disparaîtront. Alors oui, non seulement on risque de perdre ces réserves en eau douce, non seulement le niveau des océans risque d'augmenter considérablement, mais voilà, la perte des glaciers accélère le réchauffement climatique. Et ce qui est crucial aujourd'hui, et ce qui est génial en quelque sorte, c'est qu'on sait où est le problème. Donc on peut, une fois qu'on a identifié le problème, on travaille sur une solution. Et le problème, c'est clairement les énergies fossiles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Plus on brûle d'énergie fossile, plus on va dans le mur. Et aujourd'hui, donc la solution, elle est très claire. Il faut décarboner notre économie. Il faut se débarrasser le plus vite possible des énergies fossiles. Et donc, miser sur des énergies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, ou très 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 peu. Donc notamment, le nucléaire fait partie du mix énergétique qui est intéressant. Le nucléaire fait partie des énergies décarbonées. Donc décarboner. Alors, il y a certaines conséquences aussi qui sont liées au nucléaire. Mais sur le court terme, aujourd'hui, et c'est seulement mon avis personnel, pour l'instant, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, voilà, nous avons déjà des centrales nucléaires existantes dans notre pays, donc voilà, autant les utiliser. La question du nucléaire à l'avenir est complètement différente, ça c'est sûr. Les énergies renouvelables coûtent moins cher que les énergies fossiles aujourd'hui. Nous sponsorisons en quelque sorte les énergies fossiles. Il y a énormément d'avantages fiscaux, de subventions données aux énergies fossiles. Aider les énergies fossiles aujourd'hui, c'est finalement sponsoriser notre propre disparition. Donc aujourd'hui, il faut très clairement favoriser l'installation des énergies renouvelables qui sont encore une fois beaucoup moins chères. On était dans le pôle Nord à Heidi-Sylvestre, on était dans les glaciers alpins, on va redescendre un petit peu plus au sud, vraiment très au sud, avec l'Antarctique. Là aussi, la communauté scientifique est extrêmement inquiète de ce qui se passe en Antarctique. On pourrait croire un secteur un peu plus protégé, avec souvent sur la map monde, on voit une surface de glace très, très importante. Mais là, il y a un véritable point de bascule qui est en train de se produire, c'est-à-dire le caractère irréversible de ce qui est en train de se produire à Heidi-Sylvestre. Véritablement, vous êtes très inquiète, vous. Ouais, c'est ça qui est vraiment très important, c'est que on sait que si on dépasse cette augmentation de température de 1,5 degré, là on a augmenté de 1,1 à peu près, on va tout droit vers ces 1,5, on risque de déclencher des choses que l'on ne peut plus arrêter ensuite. Donc si on regarde ce qui se passe en Antarctique, qui est une région que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup étudiée, c'est 23 fois la taille de la France, l'Antarctique. C'est gigantesque, il y a jusqu'à 4 km d'épaisseur de glace, c'est monumental. Et l'Antarctique en fait se révèle être extrêmement sensible au changement climatique. Ce que l'on observe en Antarctique et ce que j'ai mesuré, c'est qu'il y a des morceaux de glace, qu'on appelle des barrières de glace, qui stabilisent, qui ralentissent le mouvement de la glace en direction de l'océan. Plus cette glace elle va vite vers l'océan, plus le niveau des océans augmente. En Antarctique, il y a assez de glace pour augmenter le niveau des océans partout sur Terre de 58 mètres. Donc on a besoin de certaines régions qui s'appellent ces barrières de glace pour stabiliser tout ça. Ces barrières, c'est un peu le bouchon d'une bouteille de champagne. Le problème, c'est que ce sont des morceaux de glace qui flottent, donc qui sont en contact avec un océan qui se réchauffe, avec de l'air qui se réchauffe, et on est en train de voir que ces barrières de glace sont en train de se désintégrer les unes après les autres. Alors, c'est pas d'une semaine à l'autre, mais c'est beaucoup plus rapide qu'on le pensait. Et on est en train de voir que donc, le bouchon de la bouteille de champagne est en train de partir petit à petit. Et donc, toute cette glace qui était retenue derrière ce bouchon, quand le bouchon est plus là, elle peut directement se projeter dans les océans et participer à l'augmentation du niveau des mers. Et ces barrières de glace, elles sont en train de se faire miter, ronger par le dérèglement climatique. Et pour elles aussi, c'est 1,5 degré, c'est vraiment la limite à ne absolument pas franchir. Des blocs de glace aussi qui vont fondre et qui vont aussi provoquer cette eau douce qui va être déversée aussi dans les océans. Et là, attention, là aussi, autre gros danger, ce mélange d'eau douce, d'eau salée qui pourrait être plus important avec aussi la fonte des glaces, bien sûr, et donc qui pourrait détagrer les courants marins. Là aussi, gros point d'inquiétude. Gros point d'inquiétude, exactement. En fait, où que l'on soit sur Terre, on est connecté aux glaces
grâce à ces courants marins. En fait, les courants marins, pour qu'ils fonctionnent bien, il faut que les régions polaires soient froides, il faut que ces régions polaires aient beaucoup d'eau salée, ce qui est le cas en fait en temps normal. Mais ce qui se passe, c'est que malheureusement, ces régions polaires sont en train de perdre leur glace. Donc toute cette glace et de l'eau douce, elle se projette dans les océans, ça rend l'eau beaucoup plus douce qu'elle devrait être. Les eaux polaires se réchauffent, elles aussi, et donc ces pompes naturelles pour ces courants océaniques, l'Arctique et l'Antarctique, nos régions polaires, les pompes naturelles fonctionnent beaucoup moins bien. Et malheureusement, on est en train de mesurer que cette grande circulation océanique qui recoupe tous les océans de la Terre est directement affectée par ça. C'est très difficile de mesurer. Et alors ça justement, l'outil n'est pas encore assez poussé peut-être pour encore voir les perspectives que ça peut alors, avoir. On essaye, c'est vrai que c'est parce que les courants marins, ça reste un très grand danger. Les changements sont extrêmement rapides et donc nous, avec nos outils, nos technologies, on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe. Mais on est en train de remarquer donc, que le Gulf Stream, qui est une des parties de cette circulation océanique, risque d'être directement affecté par ce qui se passe dans les régions polaires. Et si le Gulf Stream ralentit, s'arrête ou s'inverse, ce serait une modification complète de notre climat en Europe du Nord. Totalement complet. Et là aussi, c'est encore difficile à prédire, on va dire, avec cet outil actuel. Même sur les 20-30 prochaines années, est-ce qu'on peut dire que l'outil, on va dire, scientifique est fiable encore pour déterminer ce qui peut se passer dans les 20-30 prochaines années? Oui, alors là, on se rend compte que nos outils, jusqu'à maintenant, avaient juste, arrivaient vraiment à voir ce qui se passait. Dans certaines régions, notamment dans l'Arctique, là, on a un petit peu plus de mal à observer la rapidité des changements avec nos modèles mathématiques. Donc, on s'en rend compte, donc on l'améliore, c'est ça qui est bien. Et aujourd'hui, oui, on est exactement en train de regarder ce qui se passe au niveau des glaces, au niveau des courants océaniques, au niveau des courants atmosphériques, parce que finalement, derrière tout ça, voilà, encore une fois, ce sont des vies humaines. Donc il est urgent de comprendre ce qui se passe et de motiver, ça c'est crucial, le passage à l'action. Oui, on peut en parler des heures, Heidi Sevestre, et pour terminer notre interview, parce que moi, ce qui me marque, c'est votre grand sourire depuis le début de l'interview pour parler des sujets pourtant extrêmement dramatiques, mais en même temps, il faut être positif, vous avez raison, et proposer des solutions, vous en avez un peu esquissé. En tout cas, ça tranche par rapport à ce qu'on peut voir d'autres scientifiques ou à l'image de ce qu'on peut avoir des scientifiques qui sont un peu dans leur labo, qui sont un peu terrés chez eux devant leurs ordinateurs. Vous, en tout cas, vous invitez vraiment, Heidi, à sortir des labos et à être devant le micro pour exprimer votre position. Oui, c'est crucial. À jouer un peu politique aussi. Et alors, forcément, il faut aller à la rencontre des gouvernements, il n'y a aucun doute là-dessus, quels que soient les gouvernements du monde entier, il faut que les scientifiques rendent leur science accessible au plus grand nombre. Et en France, on a les Avengers de la science, on a des scientifiques extraordinaires qui font ça très très bien. Mais vraiment, j'encourage tous mes collègues à aller au front finalement, à rendre sa science accessible au plus grand nombre. On sait que cette science, si elle n'est pas communiquée, elle n'a pas d'impact. Et aussi, c'est très important de se concentrer sur cette notion d'espoir, parce que l'espoir, il est encore là. On sait qu'on a toutes les cartes en main pour se débarrasser des énergies fossiles, et c'est pour ça que finalement que j'aime parler de ces sujets-là, parce que je sais qu'on peut y arriver, et ça me donne énormément de motivation de continuer. On peut y arriver, vous dites ça notamment à des futurs parents peut-être, ou à des jeunes parents qui se disent mes enfants qui ont aujourd'hui 2-3 ans ou qui sont même pas encore nés, ils pourront vivre dans un monde meilleur? Alors, je travaille énormément avec les jeunes générations et les moins jeunes aussi. J'accompagne un projet qui s'appelle Demain, c'est nous, notamment avec les jeunes générations. Et oui, et je leur explique que, en fait, notre futur est vraiment entre nos mains. Je pense que, alors ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais d'être né à cette période-là de l'histoire de l'humanité, c'est quand même extraordinaire. Parce qu'on a la chance de sauver clairement l'humanité aujourd'hui. On a la chance de pouvoir inventer un futur désirable. Et tout ça, c'est entre nos mains aujourd'hui. Bon, c'est avec ce message d'espoir qu'on va terminer. Merci beaucoup, Heidi Sevestre. Merci. Je rappelle, vous êtes autrice de Sentinelle du climat aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup. Merci. Heidi Sevestre.